il y a une méconnaissance profonde de la royauté anglaise, de ses origines, de ses liens avec la maçonnerie, de ses liens avec le judaïsme et de l'arrière-fond occulte. Je vous propose de commencer en gros à partir de l'an 1000, mais vous allez, rassurez-vous, ça ne va pas durer 3 heures, et de remonter dans les grandes lignes, les grandes étapes de la royauté anglaise, et vous allez comprendre pourquoi ça a donné aujourd'hui les fruits vénéneux en fait, qui remontent à belle lurette. Cette royauté anglaise a des origines profondes et des origines bien précises. En gros, vous avez eu, autour de l'an 1000, une monarchie anglo-saxonne, suite aux invasions vikings, etc. Et puis, cette monarchie anglo-saxonne va péricliter. Vous avez en janvier 1066 la mort du roi saxon Édouard le Confesseur, et c'est son successeur Harold qui prend la suite. Mais vous avez Guillaume le Conquérant, donc duc de Normandie, qui refuse cette succession et qui dit qu'en fait, l'héritage, c'est à lui l'Angleterre. Et vous avez en octobre 1066 le débarquement des troupes donc de Guillaume le Conquérant, et c'est à Hastings, le roi saxon Harold est battu, et vous avez la naissance de ce royaume anglo-normand avec un Guillaume le Conquérant qui devient donc roi d'Angleterre, mais étant duc de Normandie, il est suzerain du roi de France. Et vous allez comprendre vraiment, on va voir toutes les origines et de la politique britannique dans cette histoire. Il a différents fils. Il a un fils qui s'appelle Guillaume le Roux, mais qui n'aura pas d'enfant. Et en fait, la suite, c'est un autre fils à Guillaume le Conquérant, Henri Ier, qui prend le pouvoir, enfin qui accède sur le trône. Et il va, épouser une femme issue de l'aristocratie du Maine et de l'Anjou, c'est la famille des Plantagenets. Et c'est ça qui va donner le nom de cette dynastie royale, descendant donc de Guillaume le Conquérant, Plantagenet, du fait de ce mariage. De l'enfant qui naît, eh bien, en particulier, va épouser, le fils, un autre roi, et vous avez entre autres le fils de Henri Ier, Henri II, qui va épouser une femme hors norme qui s'appelait Aliénor d'Aquitaine. Alors je rappelle, on est dans les années 1100, 1120, 1150, etc. Et vous avez au début donc un royaume anglo-normand avec l'Anjou et le Maine, et Aliénor d'Aquitaine était en fait mariée au début au roi de France Louis VII. Et le mariage va être annulé sur l'influence du pape, parce qu'Aliénor d'Aquitaine avait une forte personnalité. Je crois que c'est en 1152. Et 2 mois plus tard, après l'annulation de ce mariage, Aliénor d'Aquitaine épouse Henri II d'Angleterre, qui était donc le petit-fils, si je m'abuse, de Guillaume le Conquérant. Et c'est un événement, et là il faut que les internautes comprennent bien, qui va vraiment marquer la vie politique et impériale anglaise. On a déjà tout le résumé. Pourquoi ? Parce que quand Aliénor d'Aquitaine, suite à son annulation de mariage avec le roi de France Louis VII, épouse 2 mois plus tard Henri II, elle apporte en dot tous les territoires du sud-ouest de la France, c'est-à-dire l'Aquitaine, Poitou, une partie de l'Auvergne, etc. Ce qui fait qu'Henri II d'Angleterre hérite, de par ce mariage, de tout le sud-ouest de la France, plus les territoires qu'il avait déjà, qui étaient la Normandie. Donc toute la façade ouest de la France, eh bien, c'est territoire anglais, ou plus exactement, colonie anglaise. Et là, vous avez donc dans les années 1150 déjà le résumé de tout ce qui sera, de ce qui sera toujours l'âme de la politique anglaise, le principe des colonies, tout l'ouest de la France. Donc de la Normandie jusqu'à Bordeaux. Bien. Et vous avez le petit-fils du roi de France, Louis VII, qui s'appelle Philippe Auguste, qui va réussir à retourner la situation. Parce que, côté anglais, Aliénor d'Aquitaine a eu plusieurs enfants avec Henri II, et Richard Cœur de Lion, et on arrive en 1214 avec le roi d'Angleterre, Jean Santerre. Et Jean Santerre, qui donc, outre l'Angleterre, dirige et contrôle tous les territoires de la Normandie jusqu'à l'Aquitaine, veut avoir la peau
du roi de France Philippe Auguste. Et pour cela, Jean Santerre va s'allier à l'empereur Othon IV du Saint-Empire romain germanique. Et donc, vous avez un royaume de France véritablement pris en tenaille entre la facette occidentale contrôlée par les Anglais et le Saint-Empire romain germanique, et la France, le petit royaume de France, pris entre le marteau et l'enclume. Et il va avoir cet événement capital dans l'histoire de France et capital dans l'histoire d'Angleterre et capital pour l'histoire du monde. C'est la fameuse bataille de Bouvines du 27 juillet 1214, où Philippe Auguste combat Jean Santerre et Othon IV. Là, c'est vraiment, on est à la croisée des chemins. S'il perd, la France disparaît et est absorbée par le monde anglo-germanique, pour vous dire, comme c'est une histoire ancienne. Hein, la France a toujours été en but aux Anglais et aux Allemands. Bien, c'est une victoire française et c'est un événement extraordinaire parce que ça raffermit la royauté française, surtout que vous avez, comme tous les pays de cette époque, 90% de la population française qui est paysanne, et ce sont les paysans français qui se sont mobilisés pour soutenir leur roi, et donc vous avez la manifestation vraiment d'un patriotisme français. Ils veulent être français, pas anglais, pas allemand. Mais pour Jean Santerre, c'est une catastrophe parce que Philippe Auguste récupère tous les territoires de l'Ouest de la France, Normandie, etc., sauf l'Aquitaine. Ce qui fait que les élites anglaises, les barons anglais, on dirait aujourd'hui les oligarques, ils perdent des sources de revenus de leurs colonies. Et ils se rebellent en 1215 face à Jean Santerre, et ils vont se rebeller et obtenir ce qu'on appelle la Grande Charte, la Magna Carta, pour contrôler la politique du roi d'Angleterre, entre autres pour la levée des impôts. C'est-à-dire que les barons anglais disent, pour lever les impôts, il faut notre accord. Et vous avez parallèlement à cela une montée en puissance de la City de Londres, qui déjà existait avant même Jean Santerre, et vous avez déjà en 1189 l'élection du premier maire de la City de Londres, qui s'appelait Henry Fitz-Elvin. Voilà. Et suite à cette Magna Carta de 1215, eh bien la City de Londres monte en puissance parce que la levée des impôts ne peut se faire qu'avec l'accord des barons anglais. Et puis vous avez l'habeas corpus qui va avec, mais il y a un autre élément, et là on va reconnaître l'esprit commercial anglais. Ces barons anglais veulent une liberté de commerce complète, et on est donc début XIIIe siècle, époque du catholicisme triomphant. Un élément capital, c'est que ces barons anglais obtiennent, et ça c'est Jacques Attali qui a raconté cette histoire, enfin qui l'a écrit, donc vous voyez mes sources, irréprochables, c'est que ces barons anglais exigent et obtiennent que les Juifs aient le droit de commercer en Angleterre. Voilà la Magna Carta 1215. Et ça dure plusieurs dizaines d'années, et on arrive à une autre date capitale dans l'histoire de l'Angleterre, de l'Europe et du monde, c'est l'année 1290, où vous avez le roi d'Angleterre qui s'appelle Édouard Ier, qui va signer un édit, l'édit d'expulsion. Et comme le mot l'indique, c'est pour expulser les Juifs d'Angleterre qui pesaient un peu trop lourd dans leur influence dans la vie financière et politique d'Angleterre. Donc, il n'y a plus une communauté juive en Angleterre, sauf quelques gus perdus dans la masse et qui se cachent. L'Angleterre est vidée de la présence donc juive. Et c'est vraiment un événement capital. Je demande aux internautes de retenir cette date de 1290, un élément clé. Vous allez voir rapidement. Et donc, on a parallèlement à ça, dans les siècles qui suivent, un autre événement, c'est la date de 1492, où vous avez l'expulsion des Juifs d'Espagne avec Isabelle la catholique. Et certains vont aller au nord de l'Europe, du côté de Anvers, d'Amsterdam, et puis d'autres vont aller au niveau de l'Empire ottoman. Et je me suis entre autres appuyé sur les travaux d'un universitaire juif anglais qui s'appelait, il est mort maintenant, il s'appelait Cecil Rhodes, R-O-T-H, qui était entre autres le patron de la prestigieuse revue Encyclopædia Judaica, et qui explique que ces juifs qui vont s'installer dans l'Empire ottoman vont contrôler toute l'économie ottomane. Et cette économie ottomane va être de plus en plus liée à la politique anglaise. Et pour vous donner une petite idée de cette puissance
ottomane, enfin plus exactement du contrôle de l'économie ottomane, donc XVIe siècle, etc., par les commerçants juifs. Il y a le fait que ces derniers vont occuper même les postes les plus élevés, et en particulier, vous avez ces juifs espagnols donc installés dans l'Empire ottoman, qui s'appelait, comment dire, alors le mot va faire bondir, mais je ne fais que reprendre le nom et l'orthographe donnée par Cécile Roth. Il s'appelait Joseph Nasi, ou Nasi, N-A-S-I. Je suis désolé, c'est comme ça, hein, il n'y a pas d'autre orthographe, j'ai repris l'orthographe. Et il a été fait duc de Naxos. C'était le bras droit de Soliman le Magnifique et de Sélim. Sélim, je ne sais plus combien de numéros. Et pourquoi? Il était immensément riche. Il a joué un rôle capital dans 2 domaines. C'est lui qui a créé la première entité politico-économique en Palestine, une sorte de petit Israël en réduction au XVIe siècle, à Safed. Et Safed va être le grand centre d'une réforme juive spirituelle avec Isaac Luria, la réforme lurianique, qui va impulser un nouveau messianisme juif au XVIIe, au XVIIIe siècle avec Sabbatai Tzvi et Jacob Frank. Et deuxième chose que Joseph Nasi, donc appelé, devenu duc de Naxos, travaillant au sommet de l'Empire ottoman, il va jouer un rôle décisif dans l'indépendance des Pays-Bas, en fait, qui s'appelait les Provinces-Unies. Et la puissance financière juive va se renforcer aux Pays-Bas, enfin, Provinces-Unies, et devenir ce qu'on va appeler un Wall Street hollandais. Et d'ailleurs, l'expression qu'on donnait, on parlait même de la Jérusalem hollandaise. Et donc, c'est un élément capital dans ces événements entre 1290, l'édit d'expulsion, et le XVIe siècle, l'indépendance des Pays-Bas, Provinces-Unies, la montée en puissance de l'Empire ottoman. Entre ces 2 dates, vous avez eu des courants philosophiques et religieux qui ont commencé à toucher les esprits. Au XVIe siècle, c'est la Renaissance, le protestantisme, et en fait, c'est la désacralisation du spirituel et la primauté de l'homme qui émerge. Voilà, pour faire court. Et pour vous montrer, je vais citer un seul exemple, vous avez eu énormément d'influence, entre autres, je pense à un homme de la Renaissance, enfin début de la Renaissance, qui s'appelait Pic de la Mirandole, qui a sorti un bouquin en 1486, le titre c'était 900 considérations. Et ce livre a été condamné par le pape. Pourquoi? Parce qu'il mettait, je cite l'expression, la Kabbale et la magie. La Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme. La Kabbale et la magie au-dessus du témoignage des évangiles. Et en fait, tous ces gens qui vont contribuer à l'arrivée de la Renaissance et du protestantisme, étaient très souvent en contact avec les élites juives. Et c'est le cas de Pic de la Mirandole, qui était en contact avec un juif faussement converti au catholicisme, qui s'appelait Samuel Nissim Abdul Faraj. Voilà. Et donc, on a un début de révolution des esprits, de désacralisation de l'autorité catholique et trouble dans les élites. Et on arrive au XVIe siècle. Vous voyez, je franchis les siècles, mais vous allez comprendre la montée en puissance. On arrive au XVIe siècle avec Henri VIII. Et Henri VIII va avoir des problèmes matrimoniaux avec ses différentes femmes, Anne Boleyn, Catherine d'Aragon, etc. Et il va se révolter contre l'autorité du pape qui ne veut pas reconnaître, qui ne veut pas annuler le mariage. Et bref, Henri VIII va créer une nouvelle église, l'église anglicane, avec en tant que chef de l'église anglicane, et c'était le cas de la reine Élisabeth II, et maintenant c'est le cas de Charles III, enfin du prince Charles devenu Charles III. Pourquoi ils sont la chef de l'église anglicane? Ça remonte à Henri VIII. Et dans cette histoire, dans ce basculement, Henri VIII va bénéficier du soutien financier d'une famille juive ibérique installée à Anvers et qui avait fait fortune dans le poivre en liaison avec l'Empire ottoman. C'est pourquoi je vous parle de l'Empire ottoman, parce que tout ça c'est lié. La famille Mendes. Et la famille Mendes va littéralement financer et aider énormément la politique anglaise d'Henri VIII. Il a une fille, Élisabeth Ier,
Et là, on peut dire en gros qu'entre 1550 et 1650, vous avez des bagarres au sommet de l'État anglais entre une branche royale qui va être protestante et l'autre qui veut rester catholique. Ce sont des bagarres avec des hauts débats. Mais Élisabeth Ier, la fille d'Henri VIII, est une reine protestante et farouchement protestante et qui va favoriser, comment dire, le retour en grâce de quelques commerçants juifs. Et il y a un événement considérable que les Français ignorent pour la plupart du temps, et que je raconte dans la longue préface que j'ai faite pour le livre de Carroll Quigley, Histoire secrète de la guerre anglo-américaine, aux éditions Culture et Racines. C'est la fameuse bataille de 1588 avec l'invincible Armada, où Philippe d'Espagne voulait abattre le protestantisme anglais avec Élisabeth Ier et rétablir le catholicisme. Bon. Et il va échouer, certes, il y a eu une tempête qui a joué un très grand rôle. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités anglaises, Élisabeth Ier et ses conseillers, il y en avait essentiellement deux, qui s'appelaient Burleigh et Walsingham, se rendent compte que les commerçants juifs éparpillés en Europe sont économiquement intéressants, mais aussi sont des espions. Et ce principe d'espionnage et d'économie, ça va aller ensemble au cours des siècles. Vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un commerçant juif ibérique qui s'appelait Hector Nunez, qui était ami avec les deux conseillers d'Élisabeth Ier, Burleigh et Walsingham. Et il a un de ses commercial qui travaille pour lui, qui est sur les côtes portugaises et qui voit l'invincible Armada en train de se préparer secrètement à donc intervenir, à envahir l'Angleterre. Les autorités anglaises étaient ignorantes. C'est-à-dire que vraiment, elles tombaient des nuées. Et ce qui s'est passé, c'est que ce commercial anglais va, via un réseau de chevaux, c'est-à-dire de l'époque, les moyens de communication plus rapides, traverser la péninsule ibérique, remonter toute la France, traverser la Manche, prévenir Hector Nunez, qui prévient ces deux ministres et conseillers de la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, de l'arrivée surprise de l'invincible Armada. Et là, c'est branle-bas de combat. Les Anglais auraient dû se faire avoir. Et en fait, la politique anglaise se rend compte que ces commerçants juifs sont absolument capitales, à la fois pour des raisons d'ordre économique, mais pour l'espionnage. Et ce principe va durer. Et je vais vous citer un cas, parce que il faut toujours lier ça à l'aspect ésotérique. Peut-être que vous le savez, parce que j'ai eu l'occasion de le dire lors de conférences ou dans mes livres, c'est qu'Élisabeth Ier, qui est morte en 1603, la reine vierge, parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, il faut dire que vu la taille qu'elle avait, il faut peut-être... Enfin bon, bref. Elle avait un conseiller ésotérique qui s'appelait John Dee, D2E. Et John Dee était à la fois occultiste, parce que la royauté anglaise était très liée à l'occultisme, comme on le voit maintenant avec le pentagramme, enfin, tout ce que je vous ai montré tout au début. John Dee était à la fois conseiller, mais agent secret de la reine Élisabeth Ier, et lorsqu'il envoyait des documents à la reine Élisabeth Ier, eh bien, ces documents, c'était toujours avec le signe 007, que tout le monde connaît, avec les films de James Bond. Et les films de James Bond, à l'origine, c'est Ian Fleming, qui est un ancien des services secrets. Et en fait, 007, c'était 00, ses yeux uniquement pour la reine, et le chiffre 7 qui exprime l'idée de totalité, comme 7 jours de la semaine. Donc, vous voyez, comme la royauté anglaise est déjà marquée par soit des liens étroits avec le monde des îles juives commerçantes, soit déjà l'occultisme. Bon. Donc, ça, c'était à savoir.